Bonjour à tous, bonsoir plutôt, puisqu'il est 19h, passé de quelques minutes. Cybercafé 2.0 avec, dans les jeux, Command & Conquer Général, messieurs. Et Unreal 2, et on va voir aussi que le marché du jeu PC pour le moment est pas spécialement folichon. On en parlera tantôt. Et donc ce sont des jeux de garçons. Oui. Hein, parce qu'il y a des jeux de filles. Nous aurons une bah oui, il y a des jeux de filles, évidemment. Ah. Attends, il y en a deux. Mario de la semaine passée, là, où vous Il y a jouiez à 4. Barbie, Il y a des jeux de filles, mais ça ne se joue pas avec les ordinateurs. D'accord, bravo. Alors, pour le reste, eh bien, du côté technologique, bah, il y en aura pour tout le monde cette Il y en semaine. aura pour tout le monde. On va parler de Microsoft, on va parler de .NET en particulier, on va parler d'open source, enfin de logiciels libres, on va aller Au FOSDEM. Oui, voilà, ça. On va aller au FOSDEM. Et puis on parlera aussi d'un produit d'Apple, un espèce d'office pour le multimédia. Voilà. Et quelques sites ludiques présentés par notre ami Rudy Léonet qui est de retour. Je n'en dis pas plus. Alors donc, .NET, la convention .NET, si j'ai bien compris, c'est une plateforme, c'est ça? C'est une plateforme de développement, d'applications et de stockage de données, distribution de données, multi-support. Voilà. Et donc cette convention a eu lieu à Bruxelles et Laurent Steen y était avec sa caméra. Fin janvier se tenait à Bruxelles la .NET Convention. .NET est la plateforme Microsoft des services web XML. Les services web XML permettent aux applications de communiquer entre elles et d'échanger des données par Internet, indépendamment du système d'exploitation, du périphérique ou du langage de programmation. La plateforme Microsoft .NET permet donc aux développeurs de développer ces services. C'est ici la convention .NET, donc ça a commencé hier matin, ça s'arrête ce soir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a tous nos partenaires qui montrent des solutions qui sont bâtis autour de .NET. Exemple, rendre plus simple le développement d'applications qui doivent fonctionner sur différents systèmes de communication. En fait, lorsque actuellement en Belgique, nous avons 3 opérateurs principaux qui sont Proximus, Mobistar et Base, et chaque opérateur préconise un rendu différent sur son GSM. Par exemple, certains vont préconiser du WAP, d'autres vont préconiser de l'HTML32 et d'autres vont préconiser de l'emote. En plus, ou de plus, vous avez actuellement les sites web classiques qui sont en dynamique HTML. Si je compte bien, ça nous fait 4 sites qui doivent faire du rendu différent. Jusqu'à présent, il fallait programmer 4 applications différentes pour qu'elles puissent tourner sur chaque machine. Désormais, ce temps est révolu. Grâce à la technologie ASP.NET qui inclut la technologie Mobile Controls, vous pourrez développer un seul site qui, en fonction de la signature de l'appareil, va rendre le rendu adéquat. Soit du WAP, soit de l'eMode, soit de l'HTML32 ou soit du dynamique HTML. Ainsi l'exemple d'une application appelée Pharmanet, développée pour une entreprise pharmaceutique. Une seule programmation et le même rendu quelle que soit l'interface utilisée. .NET n'est pas tellement lié au PC isolé, mais est lié au système hétérogène, connecté, déconnecté, n'importe quoi. La façon dans laquelle on va bâtir des solutions nécessite une plateforme différente du plateforme Windows qui existait pour le PC. Et Bill créa .NET, ou comment Microsoft impose encore un peu plus sa suprématie sur les réseaux. Oui, c'est Bill Gates, évidemment. Hein. C'est son sosie, mais il habite la même ville et en fait, il l'avait importé pour le garder. C'est comme Saddam Hussein, en fait, il a des espèces de c'est clones, ça. comme Oui, ça, c'est si ça. jamais il y a des C'est attentats ça. pâtissiers. En fait, il le remplace régulièrement quand ce sont des plans larges, mais jamais quand ce sont des gros plans. Mais c'est vraiment le sosie quasi officiel de Bill Gates. T'en as pas? Oui. En fait, Bill, il est resté une journée et puis ils ont mis le sosie à la place pour faire spectacle, quoi. Mais il avait peur cette qu'on .NET l'interviewe une deuxième Convention, fois, en fait. c'est vraiment un truc particulier pour Microsoft. Microsoft a quand même l'image d'un développeur de logiciels et d'un vendeur de logiciels, donc un vendeur de boîtes. Ouais. Et puis là, maintenant, ils ont vraiment décidé en interne de changer complètement leur politique de marketing et
ne plus se dire vendeur de logiciels et de boîtes, mais vendeur de solutions, fournisseur de solutions. Et .NET est vraiment une solution qu'il présente comme complètement intégrable dans un système informatique, dans une infrastructure Ils informatique. sont passés de l'épicerie au supermarché. Oui, disons qu'ils ont un peu changé leur étiquette et peut-être la manière, mais ça on le verra dans les mois qui viennent, la manière d'aborder leurs clients et la manière de présenter leurs produits. Alors, 15 jours sans émission, combien encore plus de jours et de semaines sans Paul-Henri? Il fallait évidemment qu'il y ait un téléphone dans cette émission. Oui, je me suis dit que franchement, on était en manque. Franchement, quand il y a des technologies extraordinaires qui sortent, autant les montrer. Alors Et voilà. t'as eu 2 semaines pour préparer ça, c'est ça? Oui, Celui-là, il est zébré, celui-ci. celui-ci, il est zébré. Il y en a qui aiment beaucoup le look, il y en a qui n'aiment pas du tout. Il est écran couleur, donc c'est le Nokia 5100 et il a une particularité, si on pouvait nous baisser la lumière, parce que ça franchement c'est de la haute On technologie. peut téléphoner dans le noir. Il fait le c'est ça café, Il fait le café, hop, et voilà. Il fait lampe de poche. Ah, c'est une Poche. zapette en fait, c'est ça? Ça Non, n'impressionne c'est une pas lampe du de tout poche. Rudy, hein. Ah, c'est une lampe de poche. Moi, je suis scotché. Quoi, il fait pas de C'était une télécommande. télécommande. Il fait pas de Il télécommande. fait pas télécommande, mais Oh, il fait mais lampe c'est de poche. Adeline. Non, mais alors maintenant en fait, donc commence à s'intégrer dans les GSM, mais ça on le sait depuis longtemps, plein de petites nouvelles applications extraordinaires. Il peut prendre, indispensable. il peut prendre la petite Maintenant, température ici- aussi, m'a dit Paul-Henri. Ici, voilà, on peut regarder. Ah, quand même. Quoi? Il fait 25 degrés dans notre studio. Ah, thermomètre. Ah, c'est vrai. d'accord. Il prend vraiment la température. Mais Ce que certains vont dire qui est faux, oui, tout à fait. léger. Parce que votre GSM, vous le mettez où? Dans votre poche ou dans votre main. Donc pour avoir la température ambiante, il vaudrait mieux Eh oui. le laisser 10 minutes sur le bureau Et si on a de la sans y fièvre? toucher. Moi, ce que j'aime bien, c'est son look Tupperware. Est-ce qu'on peut se le caler sous les aisselles? Mais il y a aussi un truc assez amusant. Alors là, je me demande, c'est à mon avis réservé aux habitants aux alentours des aérodromes. Oui. C'est un sonomètre. Oui. c'est quand tu vas en boîte pour savoir C'est si tu pour, peux te mettre à euh, côté du haut-parleur ou pas. Pour Isabelle Durand, ça. Exactement. Voilà, quand tu vas voilà. voir Marilyn Manson. Quand tu vas voir On Marilyn arrive Manson. dans la Voilà. boîte. Ouais. Avec le sonomètre, on vérifie le volume On va sonore. 2, vérifier. avec la lampe de poche, on peut mater les gonzesses. Ah oui, ça 3, marche. Non, non, en fonction. Ouais, ouais, ça marche. 93 dB. 93 dB, pas Donc mal. voilà, ça ce sont les nouvelles technologies GSM. D'accord. Et je trouvais que C'est complètement ne pas le savoir Est-ce Oui. que... était vraiment évidemment. un manque. J'ai quand même une criant. question, c'est est-ce qu'il permet de téléphoner? Oui. Et Quand il est même. GPRS, mais ça maintenant, Oui, oui. GPRS, MMS, mais tout ça ils le sont. Bluetooth. Non, pas D'accord. encore, mais ça ils le sont tous. Par contre, sonomètre, thermomètre Pas et lampe de encore, il poche. fallait l'inventer. Je vais essayer Voilà de qui me est mettre. fait. Toutes les choses qu'on attendait vraiment. Donc, Oui, non, les applications indispensables. Et puis on peut changer la le coque. déshabiller. On peut quand même lui changer la coque. Version, Attends, il est version beau comme Robocop, ça, il est c'est beau. Matrix. Ouais. Ouais. Donne un peu. Ouais. On peut l'utiliser en version Matrix? Oui, mais il n'y a plus les numéros sur les touches. ça Bon, devient difficile Command de and téléphoner. Conquer, messieurs. Général. oui. Command and Conquer général. Alors c'est le 5e de la série des Command and Conquer qui est sorti donc chez nos amis de Westwood. Et Le jour de la Saint-Valentin. oui. Le jour de la On va Saint-Valentin. en reparler tout à l'heure. D'ailleurs, c'est une petite polémique par rapport à la thématique du jeu, qui Oui. est pour certains pas assez décalée par rapport à la réalité, et par rapport à ce qui se passe pour le moment entre les États-Unis et les méchants terroristes. Nous avons localisé les chefs d'une cellule terroriste dans la ville d'Al-Hanad au Yémen. Nous pensons qu'ils sont responsables de l'attaque bactériologique. Mais comment ratisse la ville à leur recherche? Voilà, donc le décor est planté, ça va pas rigoler beaucoup pendant toute la partie. 3 factions qui s'opposent, en fait, donc les Américains, les Chinois et le GLA, qui est en fait une sorte de version hardcore de Al-Qaïda, donc un Al-Qaïda qui serait capable de faire face en fait aux forces combinées de l'Amérique et des Chinois, donc quand même pas n'importe quoi non plus. Et c'est un peu à ce niveau-là que le bas blesse par rapport à la thématique du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun recul par rapport aux événements actuels, il n'y a même pas de second degré. Il y a des séquences dans la campagne spécifique du GLA qui imposent par exemple d'aller éliminer 300 civils considérés comme traîtres ou révolutionnaires dans un village en les gazant, tout simplement. Donc c'est un petit peu quand même limite, surtout que quand on connaît un peu le background actuel de tout ce qui se passe au niveau politique entre les États-Unis et les vilains terroristes, comme je le disais tout à l'heure. Donc tout ça n'est pas très heureux, on ne sait pas très bien si ça a été, si c'est une volonté marketing de la part de Westwood ou bien si c'est parce qu'à la base, il y a déjà 2 ans, leur scénario était écrit et qu'ils n'ont pas voulu leur toucher. Combien de temps ça met la Mais conception en d'un gros, jeu ils pareil expliquent que déjà il y a 2 ans, l'histoire était écrite et que pour eux, il n'était pas question de tout changer pour coller un peu moins à la réalité, pour éviter de choquer les gens.
Maintenant, c'est vrai que ces niveaux en particulier sont des niveaux bien précis, c'est pas tout le jeu non plus comme ça, mais c'est quand même très caricatural au niveau de l'approche. Les Américains sont les gens qui ne se laissent pas avoir facilement par les belles paroles des terroristes, etc. Donc à ce niveau-là, je veux dire, un peu de recul n'est pas inutile. Maintenant, par rapport au jeu, la technique n'a pas évolué, c'est toujours le même principe que dans les Command & Conquer, et quelque part c'est pas un mal, puisque c'est une technique qui a fait ses preuves, qui a juste été un petit peu rehaussée, améliorée, on a changé quelques trucs, on a mis un peu des petits détails, on est passé à la 3D aussi, ce qui n'est pas non plus un mince progrès, et comme on peut le voir ici, donc ça, toutes les images qu'on voit là sont faites avec le moteur du jeu, qui est le Sage Engine, et qui est donc un moteur relativement gourmand, puisque pour la première fois, un éditeur sur une boîte de jeu n'hésite pas à mentionner comme config recommandé un Pentium 4 2 GHz, ce qui est quand même pas la machine de monsieur tout le monde pour le moment, et donc du coup on va perdre un peu une grande majorité du public qui ne pourra pas... La machine standard tournerait plutôt autour du 1 GHz et demi, un peu moins même. D'accord. Surtout que la plupart des fans des précédents épisodes, c'était un jeu relativement accessible. Tout à fait, surtout quand on compare à des concurrents plus ou moins directs comme Warcraft 3 ou Age of Mythology qui ne requièrent pas vraiment une usine aussi impressionnante que alors celle on peut jouer, on peut choisir quelle armée on dirige. Il y a 3 campagnes en fait, hein, donc on peut jouer du point de vue des Américains, on peut jouer du point de vue des Chinois, on peut jouer du point de vue des terroristes. La campagne américaine étant la plus intéressante à mon sens, les 2 autres étant un peu trop faciles. Et bon, sinon le principe reste le même, on a des ressources qui sont matérialisées ici sous forme de hangars où on trouve des munitions et des armements divers, et aussi sous forme de pétrole. Et on a des missions bien spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, comme aller gazer un village, qui est toujours très réjouissant, ou bien alors par contre aller prendre d'assaut une ville, enfin toutes les missions militaires classiques qu'on peut retrouver dans ce genre de jeu. Et les armes chimiques, c'est nouveau dans ce type de jeu, ou bien c'est habituel? Je pense pas que ce soit vraiment une grosse nouveauté, mais disons que dans ce cas particulier-ci, c'est encore une fois, ça colle fort à l'actualité, donc c'est un petit peu troublant aussi de pouvoir faire jouer avec ça. Sinon, bon, comme on le voit, c'est très réussi au niveau technique. Là, ça tourne sur un Athlon 1600+, donc c'est un GHz 4, donc ça va encore, c'est relativement correct. Et il faut savoir que quand il y a beaucoup d'unités à l'écran, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile à gérer. Et comme c'est un jeu qui se passe en temps réel, les moindres ralentissements, saccades, blocages et tout sont vraiment très vite énervants quand on veut bien maîtriser le jeu. Voilà, donc un jeu recommandé aux gens qui ont vraiment accroché à la série et qui ont en plus les moyens de s'offrir une bonne machine pour le faire tourner. D'accord, ok. Comment militaires en retraite, quoi. Les militaires en retraite. Voilà, exactement. Le FOSDEM, c'était donc à Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le salon de plus. Non, ce n'est pas un salon, c'est la rencontre européenne des développeurs de logiciels libres, et cette rencontre a lieu de manière régulière depuis 2001, et donc nous y sommes allés, et nous avons rencontré des gens très intéressants qui nous ont expliqué ce qu'était le logiciel libre. Chaque année depuis 2001, Bruxelles accueille le FOSDEM, la rencontre européenne des gourous de l'open source. Ils nous ont expliqué ce qu'était le logiciel libre. La manière classique de créer un logiciel, c'était de réunir un groupe de développeurs dans une pièce. Ils s'acharnent sur les ordinateurs pendant 6 mois à 1 an, ils écrivent un gros programme, ils le testent, le mettent dans une boîte et l'envoient dans les magasins. Ce que nous faisons avec Postgres et les autres logiciels open source, c'est utiliser la force de travail de personnes à travers le monde entier pour produire des logiciels qu'aucune société n'a la faculté de créer. Parce qu'il est impossible de réunir dans la même pièce un tel nombre de personnes pour travailler sur un projet si complexe. Comme le logiciel est open source, il est amélioré beaucoup plus rapidement, puisqu'il y a énormément de collaborateurs, énormément de testeurs qui peuvent downloader le code, le tester et faire des rapports de bugs. Et finalement, ça permet au logiciel d'avoir une durée de vie indéterminée. Même si moi, par exemple, j'arrêtais de maintenir GNOME Meeting, quelqu'un d'autre pourrait facilement continuer à faire vivre mon projet sans moi. Et ce qui change avec l'open source, c'est où les gens investissent leur argent. Au lieu d'acheter un lot de logiciels produits en grande quantité, ils obtiennent ces logiciels gratuitement, grâce à la contribution des gens. Et ils peuvent utiliser leur argent pour améliorer le logiciel afin que celui-ci corresponde exactement à leurs besoins.
Contrairement à la vulgate répandue, l'assistance technique des logiciels libres présente des avantages que n'offre aucun logiciel propriétaire. Avec les logiciels propriétaires, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez trouver une assistance. C'est là où le logiciel a été créé. Et s'ils sont trop occupés, trop chers ou quoi que ce soit pour vous aider avec votre logiciel, eh bien, vous n'avez aucune autre alternative. Ce qui se passe avec Postgres et les autres logiciels open source, c'est que vous avez des sociétés d'assistance partout dans le monde. Et il y en a beaucoup. Donc, les utilisateurs peuvent choisir qui va lui apporter le support technique et à quel prix. Dès lors, au lieu de se retrouver otage d'une société unique, toutes ces sociétés se font concurrence pour vous avoir comme client. Et grâce à cette compétition dans le domaine du support technique, la qualité de l'assistance va augmenter. Ça ne fait aucun doute. Bien que Linux soit de plus en plus utilisé dans les entreprises, les mamies devront encore patienter pour pouvoir pianoter sur leur PC Linux sans aucun problème. Linux n'est pas encore vraiment prêt pour que votre mamie l'utilise sans problème. Il doit encore évoluer avant d'avoir la convivialité de certains systèmes d'exploitation commerciaux. Si vous aviez demandé il y a 5 ou 6 ans à Linus Torvalds, Alan Cox ou même moi-même, quand Linux sera-t-il prêt pour l'ordinateur de bureau, on n'a jamais dit « Oh mais c'est prêt maintenant » ou « ça le sera demain ». On a toujours dit que vu l'évolution des choses, ce sera en 2003 ou 2004. Et si vous regardez maintenant à des distributions comme Red Hat, SUSE, Mandrake, elles sont vraiment bien et vraiment faciles à utiliser. Elles continuent à évoluer. Et je suis sûr qu'à la fin 2004, Linux sera sur le bureau d'un grand nombre d'industriels et qu'il entrera très rapidement dans les foyers. Chaque année, le succès du FOSDEM ne fait que grandir et les gourous de l'open source sont optimistes quant à l'avenir des logiciels libres. Ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que la qualité, la fiabilité et certainement le coût des logiciels open source vont rendre les logiciels commerciaux traditionnels obsolètes. Et d'ailleurs, on voit déjà des petites sociétés de logiciels de base de données qui sont obligées de fermer parce qu'ils ne peuvent plus concurrencer les logiciels développés librement et qu'on trouve sur l'Internet. Le mouvement open source évolue si rapidement, c'est phénoménal. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de restrictions artificielles qui lui sont imposées. Il n'y a pas une société qui dit « Non, nous n'irons pas sur le marché des superordinateurs ou des PDA parce que ce n'est pas notre marché ». Avec l'open source, les gens peuvent aller où ils veulent. Il suffit d'en avoir la volonté et de prendre la décision de le faire. Dans la foulée du FOSDEM, on a eu l'agréable surprise de voir que la proposition de décret qui avait été proposée au niveau de la région Bruxelles-Capitale par le Parti socialiste a été votée concernant l'utilisation des logiciels libres dans les administrations de la Commission communautaire française. Donc maintenant, il faut voir dans le cadre d'applications réelles, je crois que l'une des applications, c'est tout ce qui est e-government, comment cela va se traduire dans les faits. Mais je trouve que c'est déjà un premier pas qui suit les pas engagés par la France et l'Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils sont à la pointe du progrès. Il y a énormément de lois dans les Länder et même au niveau fédéral qui sont extrêmement contraignantes concernant l'utilisation des logiciels libres. Et en même temps, il faut savoir que derrière tout ceci, il y a quand même une autre stratégie, c'est l'indépendance de l'Europe face aux États-Unis concernant le développement de logiciels. Même au niveau de la Commission européenne, on commence à se poser énormément de questions quant à notre indépendance potentielle par rapport à du logiciel qui a été spécifiquement développé par les Américains. Bien. Alors Xavier, on parle là d'open source, à ne pas confondre avec le logiciel libre dont nous parlerons dans les semaines qui viennent avec une interview de Richard Stallman qui était également au FOSDEM. Voilà. D'accord. Que de nuances, mes amis. Bien, un peu de divertissement après tout ça. Non, je peux pas. Je peux avoir du mal après tout ça. Oh non, je m'incline. Quelques poupettes. 2-3 bricoles de pignou.
Non, je prends les bouquins, je fouille le DVD. On va commencer par 2 petits sites, dont un qui est, si j'ai tout bien compris, parce que moi je navigue un peu au hasard et sans trop... Tu es libre, hein, finalement. Voilà, Tu es finalement, libre. voilà. Tu as un standard ouvert. Je me promène, voilà. Et je pense que c'est une application de Google qui décline comme ça son moteur de recherche de différentes façons en utilisant les données les recherches que les gens font à partir de Google peuvent leur donner. Donc ils ont une sorte de base de données, plutôt une base de statistiques, et ils la déclinent de différentes façons, notamment à travers un site qui s'appelle Google Fight, où de façon un peu ludique, ils se servent des statistiques pour opposer 2 noms, enfin ça peut être 2 personnalités, ou alors 2 concepts, 2 idées, 2 localités géographiques. Alors, bon, il y a collège contre lycée, Pamela Anderson contre Tony Blair. Ça, ce sont des exemples de combats. C'est le nombre de résultats. Ouais, voilà. Ce sont pour ceux qui n'auraient pas trop d'idées, pour vous en donner des idées et à votre tour. Google PC élu le dernier de l'année, devant Coca-Cola. Je viens de tester Steve Jobs contre Bill Gates. Le winner est Steve Jobs. Mais on pourrait tester, je sais pas, Xavier S contre Brice Le Blesnec. C'est lui, parce que moi j'ai un accent, donc c'est réparti en deux recherches. C'est transatlantique, toi, c'est ça. Non, mais c'est lui, tu dis, de façon quand même écrasante. Attends. Avec ou sans accent. Attends. On va essayer avec l'accent. C'est pas ton accent. Encore Xavier S, mais c'est pas vrai. On peut s'amuser, quoi, tu vois, le pot de terre contre le pot de fer, et ça marche, voilà. Donc googlefight.com et ça existe en français. Googlefight.com, donc relativement sobre et de bon goût, on peut le dire. Hein. Ludique. Voilà. Passons maintenant à un autre site qui va probablement relancer l'e-commerce mondial. Oui, je crois. Puisque ce site, le Davis General Store, essaye de vendre à peu près n'importe quoi, surtout à n'importe qui, et tenter de faire croire que ce qui est inutile devient indispensable. Et donc ils vendent des figurines de vos héros favoris. Donc ça va de groupes de rock à personnages de séries télévisées ou héros de cinéma américains, mais sous la forme de petites figurines dont la tête est indépendante du corps et elle balance comme ça quand elle la secoue. Genre un peu les petits chiens dans les voitures. Ça c'est Eddie, la petite figurine emblématique de Iron Maiden, qui est absolument craquante. Ils ont un très beau site. Oui, ils ont un très beaucoup site. Ils ont beaucoup travaillé l'interface. Alors le chien de Men in Black. Notre ami. Il y a Rambo. Joe Ramone est hors stock. Voilà, Joe Ramone est hors stock. Ouais, Rambo. Et alors, juste en dessous de Rambo, il y a donc Joe Ramone, qui est lui hors stock. Hors stock. Voilà. Ah oui, on comprend. Voilà, sold out. On dirait Gilles, en fait. On dirait Gilles. C'est Gilles. Moi, je me cache. Ça va. Si on commence comme ça. 15 donc euros. Ça vaut quand même 15 $, 15 €, ce qui est pas donné. J'imagine hors frais de port et frais de douane. J'en veux bien, non, ma petite voiture. Alors, on va pas voir d'extrait du film. Non, on va pas voir d'extrait du film, d'autant qu'il n'est pas sorti encore en Belgique, il est tout juste sorti en France, déjà sorti aux États-Unis en salle et aux États-Unis déjà en DVD. C'est un film qui a pour nom CQ et c'est le premier film de Roman Coppola, qui est donc le fils de Francis Ford et le frère de Sofia Coppola. Le film est bien kitsch, ça raconte l'histoire d'un réalisateur de la fin des années 60, en 69. Qui réalise un film d'anticipation qui va se passer en 2001. Et donc sur le tournage, on voit comment en 69 les gens imaginaient le futur en 2001. Avec une héroïne agent secret. Voilà. Qui va te plaire, Brice. Intéressant. Tout ce que tu es. Ah, ça lui rappellera la petite allemande. Une héroïne en 69, moi ça m'intéresse tout de suite. J'imagine. Oui, évidemment. Mello donc. Donc Mello est en live avec CQ, la chanson générique du film.
Mellow, donc, extrait de la bande originale de CQ. Après la pub, nous revenons avec Unreal 2 et puis une preview de Metroid Prime et également une sorte de suite multimédia sortie par Apple. Ça s'appelle iLife. À tout à l'heure. Deuxième partie de Cybercafé 2.0 avec, pour commencer, une suite. Oui, Xavier. Multimédia. Une suite multimédia qui s'appelle iLife et qui conçue par Apple. Conçue par Apple, voilà, pour les ordinateurs d'Apple. On connaissait déjà eMovie, ePhoto et iTunes. On connaissait aussi iDVD que je vous avais présenté dans une émission précédente. Et puis, à l'issue de cette présentation, on m'avait dit, mais pourras-tu nous faire une démonstration d'iMovie pour faire un film qui va aller sur ton DVD? Eh bien, on vous a pris au mot et voici une démonstration d'iLife. 4 logiciels pour le prix d'un jeu vidéo, 60 € TVA comprise, pour un atelier numérique complet. Alors, on commence par découvrir la nouvelle version d'iMovie, iMovie 3, qui a la particularité maintenant d'être dans une fenêtre et non plus d'occuper tout votre écran. Donc, ça permet de basculer facilement d'une application à l'autre. Alors, on peut numériser simplement ces clips vidéo et les importer. Et donc, il y a une fonction qui détecte automatiquement les différentes prises sur ta cassette en examinant les ruptures de code. Et puis, il les importe et dans une espèce de petite librairie. On assemble ces clips vidéo dans une timeline. On peut y superposer une bande sonore et c'est là que ça devient assez intéressant parce que dans la version 3 qui est bundlée dans iLife, eh bien on peut aller pomper en quelque sorte tous les morceaux qui se trouvent dans iTunes. Donc toutes les tracks sonores que l'on a numérisées en MP3 de vos disques favoris, eh bien elles sont accessibles, de même que d'autres bibliothèques de sons. Et on peut très facilement mettre une piste musicale sur son movie. Il y a aussi un module de titrage qui est évidemment assez spectaculaire, qui permet de faire bouger les titres dans tous les sens, de les superposer sur l'image. Une chose qui est intéressante par rapport à Final Cut ou Final Cut Pro Express, deux logiciels de plus haut niveau, c'est qu'il fait le rendu immédiatement. C'est-à-dire quand on met un titre ou on fait une transition, elle est calculée tout de suite de manière à ce qu'à l'issue de votre montage, eh bien, le film est prêt à être affiché. Alors une autre fonction, c'est la possibilité d'importer des photos. Ben oui, des photos qui viennent de iPhoto. Alors on verra tout à l'heure un peu plus en détail sur iPhoto, mais en gros la librairie de vos photos iPhoto est accessible et vous pouvez très facilement draguer une photo ou même plusieurs photos dans votre film et y superposer des effets, comme par exemple un effet assez spectaculaire de panotage dans les photos très fluides, faire des fondus enchaînés et choses comme ça. Donc on peut très facilement mixer des photos qu'on aurait prises au même moment que des images vidéo et on se rend compte que la photo peut apporter beaucoup. Voilà. Alors tu utilises un mot un peu technique pour que je puisse faire. Oui, mais j'essaie justement de ne pas être trop technique. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est celle des transitions. Oui. Donc les transitions sont ces effets qu'on peut mettre entre deux plans. Il y en a une quantité étonnante dans iMovie 3 qui permettent de faire des fondus enchaînés, des choses comme ça. Une fois qu'on a terminé son montage, eh bien on appuie sur le bouton iDVD et hop, abracadabra, sans rien faire, votre film est transféré vers l'autre application d'iLife qui s'appelle iDVD et qui est livrée avec des scénographies, des mises en scène de menus qui sont extrêmement belles, très graphiques, spectaculaires. Il y en a une quantité animée, sonorisée, avec un design, comme tu peux le voir, Xavier, assez sympa. De toute beauté. Voilà. Et une des grandes particularités, c'est que les chapitres de ton film vont directement être récupérés de ton montage iMovie. Donc, tu crées au moment de ton montage, tu dis ça c'est la scène 1, ça c'est la scène 2, la scène 3. Ouais. Et lorsque ça passe dans iDVD, les chapitres sont automatiquement créés, donc tu dois plus aller repérer toi-même le début de chaque plan, c'est assez pratique. Le résultat final, eh bien, c'est un DVD dans lequel on retrouve des slideshows photos, les films, des menus interactifs qui permettent de naviguer avec une hiérarchie. On peut appliquer d'ailleurs un design différent à chaque partie de menu, ce qui permet d'être assez créatif. Et les templates qui sont livrés sont entièrement personnalisables. On peut changer l'animation, la forme des boutons, le son, enfin on peut aller très très loin dans la création. Et on n'est pas obligé de faire ces images-là. Non, on peut faire autre chose. Ça c'est des images de vacances, c'est pas les miennes, c'est celles de Laurent Jadot. Voilà. Donc non, on peut s'en servir pour filmer à peu près n'importe quoi, ça c'est vraiment pas la question. Alors iPhoto, la nouvelle version, comprend des fonctionnalités assez amusantes, dont une fonction qui permet d'enlever les yeux rouges, elle existait déjà dans la version 2, regardez comme je suis beau, et une autre qui permet de magiquement, c'est la baguette magique à votre gauche, corriger la colorimétrie des photos avec un algorithme assez sophistiqué. Un nez rouge. Non, pas de nez rouge aujourd'hui.
aujourd'hui. Enfin, iTunes, eh ben, la nouvelle version, on la connaissait déjà, elle se distingue de la version 2 par les Smart Playlists. Alors c'est quoi une Smart Playlist? C'est une playlist qui est générée automatiquement sur base de paramètres. Par exemple ici, je vais déterminer que je voudrais automatiquement choisir dans toutes les musiques qui sont associées à un style qui contient le mot électro, créer une liste de 25 morceaux, voilà, de les mettre en random ou dans un ordre lié à la dernière lecture ou du nombre le plus écouté par exemple. Et cette playlist, elle va se rafraîchir tout seul. Il suffit que je rip de nouveaux morceaux qui ont le style électro ou que j'écoute plus d'autres morceaux de type électro, ils vont apparaître dans cette playlist. Et donc les playlists sont générées automatiquement et c'est assez amusant. Par exemple, on peut faire une playlist, fais-moi pour 100 mégas ou 256 mégas de morceaux de tel style. Et hop, on met son player C'est MP3. au kilo, quoi. On met son player MP3 et on charge une playlist sur mesure. Voilà. Et ça, c'est quoi un Et bug ça, c'est la génération d'images dynamiques sur base de la musique jouée par iTunes. C'est un logiciel qui est livré dans iTunes et qui permet d'animer vos soirées avec des images qui rigolo, tuent. ça. Voilà, j'ai réussi à vous démontrer iLife en 5 minutes. Laurent, t'as remarqué que j'étais dans le timing. Voilà. Ça coûte un peu d'argent. Alors ça coûte un peu d'argent, ça coûte TVA compris 60 €. Ce qui évidemment pas grand chose pour 4 logiciels de ce niveau-là. Il faut savoir que les 3 logiciels principaux, donc iPhoto, iTunes et iMovie, sont téléchargeables sur le site d'Apple gratuitement si vous avez un Macintosh. Voilà, il faut le Mac iDVD n'est pas téléchargeable simplement parce que ça pèse des mégas et des mégas. Il y a un DVD entier d'effets vidéo, de scénarisation qui évidemment prend beaucoup de place. Et donc ces 2 disques qui vous sont livrés, un CD-ROM avec les 3 petits logiciels et un DVD qui reprend les 4 en version dans toutes les langues. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Si vous avez un graveur... Mais je vois ça. Oui, je vois que c'est un vrai... On sent le non, mais plaisir. c'est vrai. Je te jure, c'est vraiment... C'est jouissif. Ça apporte ça donne de la envie de joie. partir en vacances, de faire de la télé, joie. de faire des films. Voilà, ça apporte plein de joie aux gens qui sont technophiles mais qui spécialement ne jouent pas aux jeux vidéo. C'est un jeu vidéo pour les gens comme moi. Ah, voilà. D'accord. Un vrai jeu vidéo maintenant. Attends, juste une petite annonce très fini. importante. Pour les utilisateurs de PC, nous avons demandé à Vincent Cailleux, notre chroniqueur, d'aller voir quel logiciel existait dans le monde PC qui permettait de faire la même chose. Il y a une suite, il y a la même chose. Il n'y a pas réellement la même chose dans le monde PC, non, mais on trouve différentes briques logicielles. Vincent Cailleux se fera un plaisir de nous le démontrer la semaine prochaine ou celle d'après, puisqu'il faut le temps qu'il prépare. D'accord. Une preview maintenant, attendue depuis... je sais pas, 10 ans, c'est ça? Oui, c'est le retour d'un des autres personnages récurrents de Nintendo. C'est la série de Metroid, avec une héroïne, une fois n'est pas coutume. Donc c'est un jeu de science-fiction qui fait son retour, et encore une fois, une petite polémique autour de ça, puisque, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont attachés à tout l'univers développé depuis le début de la marque, comme que ce soit Mario avait été critiqué pour son nouvelles approches de caméra, Zelda pour son nouveau design et des choses comme ça, parce que les fans sont tellement attachés à ça qu'ils ont du mal à voir évaluer leur personnage fétiche. C'est comme Tintin, hein. Voilà. Quand on lui a rallongé le bas de son pantalon, ces derniers épisodes, on était mal. Mais là justement, il y a vraiment un coup de maître qui a été fait, puisqu'ils ont réussi à faire évoluer un gameplay, le gameplay classique du jeu de plateforme et d'exploration, donc on avait qui existait il y a 10 ans, pour vraiment avoir un jeu on pourrait carrément dire d'un genre nouveau. De prime abord, on a l'impression que c'est un first-person shooter, centré autour de Samus Aran, donc l'héroïne de science-fiction, mais en fait c'est plus un first-person d'aventure. Donc on passe beaucoup de temps à explorer un univers complètement futuriste au travers d'une réalisation qui est assez hallucinante. Et donc elle ne se bat pas tout le temps, c'est ça que tu veux dire? Non, je veux dire elle réfléchit. Elle réfléchit, elle évolue. Il y a toute une série de gadgets. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Toi, tu vas être mal. C'est autant un jeu de plateforme que d'action. C'est vraiment un genre hybride et nouveau. Voilà. Et le tout premier, en tout cas, c'était quoi, 86, c'est ça? 86 sur NES. Le dernier épisode était en 94. Le cultissime Super Metroid, et là 10 ans après on revient donc encore une fois en bousculant les habitudes des joueurs. L'évolution est saisissante, on peut le dire. Ça sort quand, Gilles? Le 21 mars. Le 21 mars, pour le printemps. C'est disponible en version américaine, mais il faudra patienter jusque là.
D'accord, donc Metroid Prime. Ensuite... ça va être dur là. Unreal 2. Donc, Unreal 2. Pour éviter les confusions déjà, puisque c'était le cas tout à l'heure, je vais expliquer un peu. Il y a donc eu un premier Unreal qui est sorti il y a 4 ans, je crois à peu près, ou un peu plus, sur PC, qui était donc un first-person shooter classique, sauf qu'il a renouvelé un peu l'environnement graphique. À l'époque, c'était l'époque de Quake 2, des environnements très sombres et tout. Donc Unreal a un petit peu changé la donne en offrant des décors un petit peu plus fouillés et un petit peu plus originaux. Ils ont ensuite fait 2 déclinaisons multijoueurs qui sont les Unreal Tournament, donc ce sont des jeux qui sont plus orientés vers le jeu sur le web ou en tout cas en réseau local, sans réel scénario, mais surtout avec des affrontements, du combat et ce genre de joyeuseté. Et donc là ils reviennent sur Unreal, donc une orientation plus scénarisée, Unreal 2 donc dit Awakening, qui remet en scène donc le héros John Dalton. Non, ma foi, fort originel. Mais vous allez voir que le reste du scénario est à l'avenant. Donc ça, c'est tout seul. Hein. T'es sûr que c'est pas Joe? C'est John Dalton. Donc waouh, il est sympa, Joe Dalton. Ça, c'est donc une des collaboratrices de John Dalton. Je voulais qu'on voit un peu la modélisation des personnages, à tous les niveaux d'ailleurs. Merci. Elle a des yeux absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'il doit faire, John? Alors, John Dalton, en gros, c'est un soldat qui travaille pour le compte des forces coloniales et donc il doit mettre un peu d'ordre dans toutes les planètes de la galaxie. Et en gros ce qui se passe c'est qu'on l'affecte à des missions qui n'ont pas l'air réjouissantes puisqu'on le met sur des planètes où il est supposé rien se passer, mais évidemment comme c'est un jeu vidéo il va se passer des choses, il va tomber sur des méchants aliens qui vont tuer progressivement tous les coloniaux qui sont installés et lui il va devoir mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je vais m'arrêter là pour le scénario parce que d'une part je voudrais pas gâcher la surprise même si elle n'est pas énorme et d'autre part... Il y en a une. Voilà, il y en a une, oui, mais d'autre part c'est pas non plus l'intérêt premier du jeu qu'on ne se voile pas la face. Tu tires complètement dans le vide et tu bousilles tous les interrupteurs, c'est malin. Moi j'essaie d'ouvrir la porte mais ça n'a pas marché, donc même des choses aussi basiques je n'y arrive pas. Donc, que peut-on dire sur le jeu si ce n'est que c'est en gros quand même une solide déception dans le sens où le first person shooter sur PC c'est pas le premier, c'est malheureusement pas le dernier non plus à mon avis. Et celui-ci, à part un environnement graphique particulièrement travaillé, n'apporte pas vraiment grand-chose. Est-ce que le moteur a évolué ou c'est toujours le même moteur que le Tournament ? Non, c'est un nouveau moteur graphique qui est encore plus gourmand que l'ancien, donc il faudra aussi là une grosse machine de compétition pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Là, ça va encore sur la mienne, qui n'est pas une machine de compétition. Mais bon, il n'y a pas grand chose qui se passe à l'écran pour le moment, mais quand il y a plein de monstres, ça devient tout de suite un petit peu plus difficile à regarder, ça tourne rapidement au slideshow en fait, plutôt qu'à de l'image, 25 images secondes comme on était en droit de l'attendre. Même si c'est on pourrait qualifier que c'est peut-être un des plus beaux jeux du genre, ça ne suffit pas nécessairement. C'est ça un peu le problème qu'il y a pour le moment, et je parlais tout à l'heure de crise du jeu, du marché du jeu sur PC, pour le moment c'est un peu ça, c'est la surenchère technologique, la surenchère des moteurs, de la beauté graphique. Mais derrière il n'y a plus grand chose de neuf, c'est soit du FPS comme ça, soit du RTS comme ce qu'on a vu tout à l'heure, et en gros sur PC pour le moment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc c'est un peu triste. Est-ce que le fait que les décors soient, comment ils appellent ça, destructibles, oui, c'est destructible, c'est pas nouveau ça. Encore une fois, non, tirer dans le décor et il mémorise. C'est pas nouveau et c'est en même temps pas non plus quelque chose de particulièrement indispensable. Disons que ce sont des choses que les puristes adorent parce qu'on peut effectivement détruire l'environnement graphique, que ça donne un petit côté réaliste, mais ça remplace pas un bon scénario. Sur le mur, voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses comme ça, mais ça remplace pas un bon scénario, ça remplace pas un bon jeu, et le problème d'Unreal 2, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient hyper répétitif, c'est très scripté aussi, c'est-à-dire que tout est très bien planifié, on a très peu de liberté, on est vraiment dans un couloir et on doit suivre l'évolution du scénario, même plutôt le subir d'ailleurs que le suivre. Mais bon, c'est clair qu'au niveau de l'ambiance, là, on va voir cette scène-ci est particulièrement réussie, c'était déjà le cas dans Unreal, on entend un bruit qui monte progressivement, des lumières qui s'éteignent, et puis tout à coup l'obscurité totale, et pendant 5 secondes plus rien. Et je peux vous dire que ça, à 2h du mat, dans l'obscurité de ma chambre, ça le fait. Voilà. Donc il y a un monstre qui apparaît au-dessus. C'est des petits détails comme ça, c'est sympa, mais en même temps, il l'avait déjà fait dans le premier. Avec un couloir qui s'éteignait complètement. Et il y a une très chouette ambiance, mais encore une fois, on a déjà vu ça 100 fois dans d'autres jeux. On n'évolue pas beaucoup dans le genre, c'est plutôt pour ceux qui découvriraient maintenant. Soit de ça, soit vraiment les fans acharnés du genre qui ne jurent que par le FPS. Et pour couper court à toutes les attentes, pas de mode multijoueur, donc ça c'est la décision d'Epic Mega Games qui a dit pour le multijoueur on a Unreal Tournament, pour le solo on a Unreal, en gros c'est pourquoi faire un jeu alors qu'on peut en vendre 2, c'est en gros la politique qui correspond un peu au fait que pour le moment le marché est un peu morose. La neige c'est un peu original.
Oui, mais donc voilà, Ça donc, change. graphiquement c'est beau, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Cela dit, c'est pas un mauvais jeu non plus. Hein. Je voudrais pas qu'on pense que j'ai détesté. Ouais. C'est sympa, mais il faut pas s'attendre à des merveilles, quoi. Ouais. Ok. Unreal 2 The Awakening Voilà. sur PC. C'est le dernier épisode de notre saga. C'est vraiment le dernier C'est épisode, vraiment le c'est dernier épisode avec Michael Stora, notre gamer psychanalyste ou psychanalyste gamer. Il nous parle de l'addiction, donc de la dépendance aux jeux vidéo. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que là, c'est une chose tout à fait intrigante, c'est la valeur addictive en soi du jeu vidéo. Je pense que le jeu vidéo, si on le compare à d'autres drogues, pourtant moi j'aime jouer, mais pourtant il y a une dimension addictive en soi. Ce qui fait qu'il y a des moments de sa vie, et d'ailleurs quand on interroge des gens, où les gens vont plus jouer. Et ce n'est qu'après coup en psychothérapie par contre, où on va en discuter et on va se rendre compte que d'une certaine manière, c'était des périodes où leurs copines les embêtaient, voire même ils ont eu une rupture, qu'au travail c'était dur, qu'avec les parents c'était pas génial. Donc il y a un ensemble d'éléments qui va faire qu'à un moment le jeu vidéo va avoir une valeur toxicomaniaque parce que elle nous donne un sentiment de toute puissance et parce que il y a une forme d'emprise sur la vie qu'on n'aurait pas dans la réalité. Et ce qui est sûr, c'est que il est quand même préférable de jouer aux jeux vidéo que de se shooter. J'ai quand même envie de dire ça. Et je trouve que oui, et ça c'est vrai que ça peut être un élément qui pourrait inquiéter, c'est qu'il y a des périodes, et je pense qu'en effet, le jeu vidéo a une valeur, vraiment, je reviens sur cette idée, d'addiction. Mais dans des moments précis. Voilà donc, sentiment de toute puissance. Ça résonne. Ne me regarde pas comme ça. Hein. Jean-Christophe drogué. Jean-Christophe drogué. Pourquoi je passe Michael Stora, donc, vous pouvez retrouver en fait ses propos sur le site omnsh.free.fr. C'est donc l'Observatoire des mondes numériques qu'il a créé. Et d'ailleurs, il va revenir en Belgique le mois prochain, mois de mars, pour faire une conférence. Bien, nous avons quelques livres, Renaud. Et oui, moi j'en suis toujours au papier. Je suis un drogué du papier et de l'encre. Donc voici 2 livres pour continuer dans le cadre du FOSDEM. Donc l'un, en fait, est un livre sur Richard Stallman qui nous raconte, c'est une forme de biographie, qui nous raconte les raisons pour lesquelles il a... Stallman qui est le président de la Free Software Foundation et qui est l'une des plus grandes figures du monde libre. Le second, en fait, ce qui s'appelle La cathédrale et le bazar, c'est un livre qui a été rédigé par Raymond, qui est aussi une figure du monde libre, mais avec une petite différence, c'est que lui a poussé en avant le concept d'open source, parce qu'il se fait qu'en anglais, il y a une confusion, qui est free software, et souvent, je dirais, le commun des mortels pense que logiciel libre égale logiciel gratuit. Or, dans le monde du libre, rien n'est gratuit parce qu'il faut le déployer, donc il y a des services et donc il y a des business models. Et une décision a été prise au début du XXIe siècle par un ensemble de personnes, Raymond, Larry Augustine, les gens de Netscape, au moment où Netscape était devenu, a mis son code source à la disposition des utilisateurs, de se dire finalement le mot free a une connotation négative par rapport à un monde commercial. Cherchons un mot permettant de mieux faire comprendre notre démarche et de pouvoir créer un business model. Et donc, ils ont adopté le mot open source. D'accord. Autre chose aussi importante à savoir, c'est que entre Raymond et Stallman, il y a une différence philosophique fondamentale. C'est que Richard Stallman, dans le monde du logiciel libre, a mis en place ce qu'on appelle la licence GPL, qui est une licence déterminant dans quelles conditions un logiciel peut être considéré comme étant un logiciel libre. Donc il faut respecter absolument cette charte pour qu'il soit considéré comme étant libre. Dans le monde de Raymond, dans le monde de l'open source, un logiciel peut très bien ne pas respecter la licence GPL et être considéré comme étant un logiciel open source. Cela veut dire qu'il n'y a pas, je dirais, de code
propriétaire, le code est ouvert, est accessible à tout le monde et on peut le modifier et même le distribuer. Il y a différents types de licences. Donc là, en fait, Richard Stallman est un puriste dans le sens où pour être libre, ça doit respecter la General Public License. Donc cela veut dire le logiciel doit être disponible, il ne doit pas y avoir de coûts cachés, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment une démarche philosophique fondamentale. Petite information par rapport à la GPL, donc la licence du logiciel libre. J'ai appris au FOSDEM que c'était aujourd'hui le document le plus reproduit sur Terre, plus reproduit que la Bible, oui, car si l'on multiplie le nombre de downloads par le nombre de logiciels libres, on arrive à un chiffre bien au-delà du nombre d'exemplaires de la Bible jamais imprimé à ce jour. Donc c'est aujourd'hui le document le plus reproduit sur Terre. Ça ne bat pas Simenon. Ah, ça ne bat pas Simenon. J'ai vérifié, ça ne bat pas Simenon. Magnifique. Aïe, aïe, aï. Deuxième chose, cette licence est en train d'être modifiée ou déplacée pour pouvoir aussi couvrir le droit d'auteur. Voilà, un projet de Lessig, Charles Lessig, de Charles je crois, Lessig. qui a reçu le prix de la Free Software Foundation cette année pour son travail, car il essaie de lutter contre la prolongation de manière indéfinie de la propriété intellectuelle qui empêche des nouvelles œuvres d'arriver dans le domaine public. Il a évidemment échoué parce que les intérêts financiers contre lui étaient énormes, hein, c'était toutes les multinationales des médias. Mais néanmoins, il travaille sur aujourd'hui une licence qui pourra s'appliquer aussi au contenu intellectuel qui n'est pas du logiciel. Donc de la musique, un livre. Et si vous écrivez un livre, eh bien, vous pourrez appliquer cette licence qui vous donnera un droit d'auteur pour 10, 20, 30 ans selon vos désirs, mais pas ad vitam aeternam. Donc c'est aussi une grande progression, une grande évolution. Au niveau de la documentation, il existe également aussi une licence particulière dans le monde du logiciel libre où en fait on peut prendre un document, le modifier, mais on est obligé de le redistribuer. Donc on peut très bien, admettons le cas extrême, je télécharge la biographie de Xavier S et celle de Brice et finalement j'en fais un nouveau document où je crée un avatar de Brice et de Xavier, mais je redistribue, ça devient une nouvelle biographie, si on veut prendre un cas extrême. Mais ça, ce sont deux ouvrages, il en existe d'autres. J'en ai pris deux comme exemple sur des personnages, il en existe d'autres. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'une maison d'édition très particulière, qui est O'Reilly, défend depuis 20 ans le monde du logiciel libre, et c'est une maison d'édition technique, et je trouve qu'il faut saluer ce type d'effort. Voilà. Brice, nous avons un concours, même deux concours, cher ami. Deux? Non, un. Nous allons offrir un téléphone. Oui, tout à fait. Donc, mais il y a aussi un abonnement iMode. C'est compris. Il va avec le téléphone. Il va avec le téléphone. D'accord. Donc c'est un très très heureux gagnant. Voilà, donc chaque semaine, BES vous offre un téléphone NEC 22i, donc le nouveau modèle. Que c'est plus mieux que même moi je ne l'ai pas encore, ainsi qu'un abonnement iMode de 4 mois, et oui, ça n'est pas n'importe quoi. Et pour ceci, il suffit d'aller sur le site de Cybercafé, d'y inscrire vos coordonnées et de répondre à une question. Chaque semaine, c'est une question différente, et donc le gagnant sera celui qui sera tiré au hasard parmi ceux ayant répondu à cette question. Voilà. D'accord. Qui est, allez voir sur le site finalement. On va pas vous donner la question se trouve sur le site, on ne va pas vous la donner maintenant. Voilà. Est-ce qu'on a des noms de gagnants déjà? Oui, ils sont inscrits sur le site. Tu veux savoir sur le site finalement? Eh bien, en attendant, vous le saurez la semaine prochaine qui sont les heureux gagnants puisque c'est la fin de notre émission. Mardi prochain, 19h, toujours sur la 2. Au revoir. Thank you.